vous êtes libre de le faire. Ok, génial. Et oui, donc on commence avec une petite présentation de nous et comment cette idée de cycle de conférences a commencé. Letty? Donc, ouais, du coup, je démarre. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Laetitia Blanc. Moi, je suis enseignante en SVT en lycée et je suis une ancienne chercheuse en écologie. Et c'est dans un laboratoire du CNRS à Montpellier que j'ai rencontré, du coup, Charlotte. Bonjour à tous. Moi, c'est Charlotte Françoisia. Ah, du coup, je pense que de votre côté aussi, ça va se couper. Oui, Bon, alors du coup, on a Charlotte en live depuis sa voiture et apparemment, le live ne fonctionne pas super bien. Donc, Charlotte, en fait, est chercheuse en écologie à l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité. Et l'an dernier, en fait, elle a rejoint Homeward Bound, qui est un programme qui vise à promouvoir les femmes scientifiques qui sont engagées pour la défense de la planète. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré, du coup, Reina. En effet. Et moi, je suis Reina Camacho, je suis chercheuse en physique des particules au CNRS et d'origine vénézuélienne. Et je travaille aussi associée au CERN, et que Manuela parlera un peu sur l'organisme. Et donc, j'imagine que vous vous demandez comment cette idée de cycle de conférences Gaia est née. Donc, pourquoi on a monté cette conférence scientifique et quel est l'intérêt de parler des sciences tous ensemble. Et bon, la science est la base sur laquelle doivent reposer les réflexions et les décisions pour construire le monde de demain. Donc, c'est justement dans ce contexte de crise sanitaire exceptionnelle où il est encore plus important de parler des sciences. Et pourquoi on propose des conférences par des femmes? Parce que les femmes sont sous-représentées dans les domaines scientifiques, mais aussi dans les postes décisionnels. Donc, pour moi, c'est important de les donner en voix. Et donc, du coup, le but de Conférence Gaïa, c'était de combler en fait ce manque de représentativité des femmes en mettant en place ces conférences. Et donc, le but, c'est de mettre en avant le travail des femmes scientifiques. Et parce qu'on pense que la voix des femmes se doit d'être entendue en sciences et beaucoup plus valorisée que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et on espère en fait via ces conférences que certaines femmes ou jeunes femmes pourront s'identifier à elles et puis pourquoi pas proposer du coup se sentir de proposer de nouveaux projets. Donc là, le premier cycle, l'a tourné autour du Covid-19. Donc, on a fait 5 webconférences. Aujourd'hui, c'est la dernière. Et du coup, on s'était donné rendez-vous tous les jeudis à 18h. Et donc là, voilà, c'est notre toute dernière. Donc, on tient à remercier vraiment chaleureusement les associations marraines qui soutiennent notre démarche. Donc, 5 Tons, Femmes et Sciences, Femmes d'aujourd'hui et Homeward Bound. Donc là, aujourd'hui, la conférence, elle prend une forme un petit peu particulière par rapport aux autres fois, puisque cette fois-ci, ça se fait sous forme de table ronde. Donc, on a 3 participantes. Donc, ça durera 1 heure, comme d'habitude. Et comme d'habitude, on vous invite à transmettre vos questions au fur et à mesure. Alors, cette fois-ci, on n'attendra pas une deuxième phase il n'y aura pas réellement de phase de questions. On les posera au fur et à mesure. Donc, vous faites comme d'habitude. Vous posez vos questions dans la partie chat, donc en bas de votre écran. Normalement, vous avez une petite bulle de BD sur laquelle vous cliquez et vous pouvez poser les questions qui vous viennent. Et nous, on se chargera de les transmettre à l'oral. Voilà, je te laisse prendre la suite. Oui, donc comme Letty a dit, c'est notre dernière conférence de cette saison. Et on va clôturer d'une façon exceptionnelle avec un sujet, un thème qui est super intéressant, c'est le thème du leadership. Okay? Donc, c'est vrai que c'est un terme peu employé en France et souvent, il est associé à la hiérarchie, au pouvoir, mais en vrai, le leadership, il ne faut pas vraiment être dans une position de pouvoir pour être un leader. On peut être leader de façon individuelle, à notre maison, avec notre famille, au travail, etc. Et donc là, on a 3 exemples. Et vous entendrez de Manuela, Déborah et Emeline, qui sont des exemples très différents et qu'ils vont nous faire comprendre ce terme-là d'une façon plus simple. Okay?
ils vont nous expliquer comment les termes de leadership, c'est vraiment d'entraîner du monde avec nous pour défendre une cause ou des idées que nous avons. Ils vont bien sûr nous inspirer à être vraiment des leaders nous-mêmes. Donc, on commence, petite présentation toute simple de notre conférencière. On a Manuela Cirilli, physicienne de particules au CERN, et elle travaille dans le groupe de transfert de connaissances. Et Manuela, elle est également activement impliquée dans la promotion des carrières scientifiques auprès des filles et des jeunes femmes. Et ensuite, on a Déborah Pardo, qui est une scientifique passionnée, dont les travaux de recherche ont porté notamment sur la démographie des albatros, donc de grands oiseaux marins. Et ensuite, elle a réalisé le programme Homeward Bound, donc la formation réalisée aussi par Reina et Charlotte, et qui l'a propulsée vers d'autres projets, dont elle a aussi participé à ce programme. Donc actuellement, elle est chercheuse en biologie marine à l'Université de La Rochelle et elle étudie l'écologie des oiseaux et des mammifères marins et œuvre pour limiter les impacts des activités humaines en mer sur ces espèces. Du coup, le programme Homeward Bound lui a révélé l'importance du leadership dans son métier de scientifique et du coup, ça l'a mené à de nouveaux projets qui l'ont mené notamment du côté de la politique et donc elle vous expliquera. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir vous laisser un petit peu la parole peut-être pour vous présenter plus amplement. Qui démarre du coup? On commence avec Manuel. Oui, parfait. Alors, moi, je m'appelle Manuela, je suis italienne, physicienne aussi, et je travaille au CERN comme Reina, qui est le plus grand laboratoire de physique des particules au monde, aux portes de Genève. Et comme Reina, j'étais chercheuse. J'ai travaillé 15 ans sur des expériences menées au CERN, sur des sujets qui étaient très passionnants, sont toujours très passionnants pour moi. J'avoue un peu obscur pour la plupart des gens, y compris mes parents qui continuent de se demander qu'est-ce que je faisais à l'époque, comme, je ne sais pas, la symétrie des charges, la parité des particules, les bosons de Higgs, tous ces termes un peu exotiques. Et puis au fil des années, en étant au CERN, j'étais guide, j'accompagnais des groupes, des écoles, etc. Je me suis passionnée par la communication scientifique, j'ai fait un master. Donc, à presque 40 ans, je suis retournée sur les bancs universitaires et puis en 2010, j'ai rejoint les groupes de transfert des connaissances du CERN pour m'occuper en effet de la communication des projets d'imagerie médicale. Et honnêtement, à cette époque-là, je ne savais pas très bien qu'est-ce que c'était le transfert des connaissances. Et c'est là que j'ai découvert que c'est en effet trouver des applications des technologies développées dans nos cas au CERN, dans d'autres domaines. Ça peut être le domaine médical, l'aérospatial, l'analyse d'œuvres d'art. Vous ne savez peut-être pas, mais dans les souterrains du Louvre, il y a un accélérateur de particules qui est utilisé pour analyser des œuvres d'art, l'industrie en général. Et je me suis vraiment passionnée pour ça, qui était un métier entre, disons, ma formation scientifique et un peu ma passion pour la communication. Et donc, depuis 2016, je suis chargée des applications médicales du CERN et je suis la chef adjointe du groupe depuis 2017. Et moi, je dirais, j'ai formé ma conception et peut-être mon style de leadership pendant mes années dans les grandes expériences de physique avec, vous imaginez, 3000 personnes, construire un détecteur de 3000 tonnes, 25 mètres de haut. Et toi, tu as moins de 30 ans et tu te retrouves à coordonner les activités d'un groupe de scientifiques ou techniciens de tous âges. Il y a des plus âgés que toi, des gens tout jeunes. Différents niveaux d'expérience et payés chacun par un institut différent. Et là, je pense qu'on réalise très très vite que ce n'est pas les principes d'autorité qui va te sauver la peau et que la leadership, si on veut mener les gens quelque part, les qualités sont ailleurs. Et pour moi, disons, ce que j'ai appris, moi, dans mes années sur les expériences de physique qui m'ont formé comme ça, la capacité de fédérer les gens, c'est une capacité très importante, d'inspirer, de donner une vision et aussi, je dirais, avoir une éthique irréprochable à tout ce qu'on fait. Ce sont des qualités de base pour moi, pour un leader. Merci Manuela. Qui vous continuez? Et Déborah? Oui, alors enchantée tout le monde, je suis ravie d'être là avec ce groupe en lequel je crois beaucoup.
Alors moi, vous m'avez présenté rapidement. C'est vrai que j'ai tracé toute ma carrière en étant passionnée pour la protection des animaux sauvages. Je voulais absolument trouver un moyen de mieux comprendre et de pouvoir protéger de façon officielle et efficace les animaux sauvages. Et c'est vrai que très vite, je me suis orientée vers la démographie, qui est l'étude des trajectoires des populations dans le temps, avec des outils statistiques. Et pour faire ça, c'est vrai qu'il faut des bonnes données. Et je me suis retrouvée au final à faire une thèse sur les albatros qui sont étudiés depuis des dizaines d'années dans les terres australes et antarctiques françaises, anglaises, australiennes, avec des individus qui sont bagués individuellement. Et ça, il y a des dizaines de milliers d'individus bagués. Donc moi, je travaillais sur ces bases de données-là pour calculer la probabilité de survie, la probabilité de reproduction de ces individus, et en rajoutant à la fois des paramètres environnementaux tels que le changement climatique, les régimes des vents, la fréquence des événements extrêmes et aussi la pêche industrielle, le nombre de crochets déployés, d'hameçons déployés pour attraper les thons, etc. Et donc, je mettais tout ça dans une machine et je pondais des modèles pour expliquer pourquoi les populations déclinent. Parce que oui, elles déclinent très fort, notamment en Géorgie du Sud, où j'ai pas mal travaillé. Vous regarderez sur la carte si vous ne savez pas où c'est. C'est assez exotique. Et voilà, j'étais hyper passionnée par ça. J'étais en postdoc à l'Institut polaire britannique à Cambridge, après avoir fait ma thèse à Chizé, en France. Et c'était un peu mon job de rêve. Et puis, tout a basculé. Tout a basculé quand je suis devenue maman. Je suis partie sur le terrain une dernière fois pendant 3 mois. Et mon conjoint qui m'avait suivi en Angleterre était très malheureux pendant que j'étais sur le terrain pendant 3 mois, en plein hiver à Cambridge. Et c'est pendant mon congé maternité que j'ai commencé à me poser des questions, à me dire non mais la vie est trop courte, les problématiques environnementales sont trop importantes. C'est pas en faisant des modèles mathématiques qui prouvent comment les albatros meurent que je vais changer la donne. La problématique, elle vient vraiment du leadership. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé de postuler au programme Homeward Bound. Ça venait à peine de sortir, personne ne savait ce que c'était. C'était en 2016. Et j'ai postulé, j'ai été prise et je me suis retrouvée être la seule Française du programme. On était peut-être 5 non-English speaking au départ. Donc on s'est accroché, on a dû lever les fonds pour partir. Donc le 20 000 €, c'était pas rien, surtout dans une culture francophone qui est pas trop à même de participer à des levées de fonds. Donc j'ai pu vraiment développer mon leadership pour, comme tu disais Manuela, amener les gens à suivre cette cause-là. Et je la vivais avec tellement de passion parce qu'il y a eu vraiment une urgence à changer la donne pour protéger la planète et que ça a marché. En fait, ça a marché. Et quand j'ai fait Homeward Bound, j'ai rencontré des nanas exceptionnelles sur le bateau qui m'ont toutes dit « Tu as un potentiel que tu ne connais pas encore en communication. » Quand je suis rentrée, du coup, j'ai donné plein de conférences. Et petit à petit, j'ai monté moi-même un programme d'entrepreneuriat pour les femmes scientifiques. Pardon, pas pour les femmes scientifiques, pour les femmes de tous horizons qui peuvent du coup révéler leur potentiel en entreprenant, en montant un projet professionnel pour l'environnement. Et ça marche, puisqu'on a beaucoup de femmes qui veulent postuler. Et les femmes qui postulent, elles se révèlent vraiment en tant que leaders et elles deviennent des entrepreneuses de l'environnement et elles ont un impact autour d'elles. Donc, pour moi, le leadership, c'est ça. C'est travailler d'abord sur soi pour sortir qui on est, pour découvrir qui on est, améliorer qui on est et aller chercher plus loin dans des causes qui ont du sens. Travailler, aligner du coup ce qu'on a envie de faire dans sa vie avec ce qu'on sait faire et ce qui a une importance pour le monde. Et à partir de là, si on le fait avec passion et alignement et qu'on assume la personne qu'on est, les autres vont nous suivre et c'est ça pour moi le leadership. Donc aujourd'hui, je suis la cofondatrice de Earthship Sisters. C'est un accélérateur de leadership environnemental. On a un programme spécialement dédié pour les femmes qui ont envie d'entreprendre pour l'environnement. Et je vous en reparlerai plus tard. Ok, Merci, reste moi. Amélie. Donc moi je m'appelle Emeline, je suis chercheuse en écologie marine
Alors, en fait, j'ai eu une trajectoire professionnelle à l'Université de La Rochelle, mais alors du coup, j'ai une trajectoire qui n'a pas été très linéaire. J'ai grandi dans les Alpes et puis j'ai été rapidement vraiment très fortement attirée par le milieu marin. Et moi, j'ai grandi dans une station de ski, donc autant dire que c'était pas non plus un rapprochement très évident à faire, surtout quand on n'avait pas Internet. J'ai l'impression de parler du temps des dinosaures. Mais ce temps-là existait. Je pense qu'on est nombreuses à l'avoir connu. Eh oui. Et ça a façonné aussi un peu mon parcours très fortement. Donc moi, j'avais une formation de biologiste, mais j'ai fait aussi un master en fait à la faculté de droit à Grenoble. Parce que voilà, j'avais une formation sur l'écologie montagnarde et je voyais que l'écologie c'était un peu compliqué en termes de débouchés professionnels parce qu'à l'époque je ne voulais pas faire de thèse. Et du coup, j'ai fait un master qui a changé beaucoup de choses en fait, qui était sur le développement local et le droit de la montagne. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur la conduite de projet, notamment sur la conduite de projet, comment on travaille en groupe et comment on développe des projets, comment on fait naître des projets. Et donc ensuite, j'ai eu l'opportunité, donc j'ai passé une année dans les terres australes et puis en tant que biologiste, et puis j'ai eu l'opportunité de travailler comme dans une collectivité locale en tant que chargée de développement local. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Donc j'étais vraiment au cœur de la vie politique locale, mais en tant qu'agent territorial. Et j'ai appris énormément de choses en 3 ans. Ça m'a vraiment passionnée. J'avais beaucoup d'autonomie. Je devais mobiliser les citoyens avec les élus. Je travaillais beaucoup en équipe. Et puis, il fallait que je fédère tout ce petit monde, que j'arrive à faire émerger un projet de territoire avec des gens qui avaient des parcours totalement différents en termes de vision, en termes d'études ou pas d'études du tout. Voilà. Et ça, c'était une expérience qui m'avait vraiment intéressée. Mais au fond de moi, j'étais vraiment une scientifique vraiment indécrottable et j'avais trop besoin de retourner à la biologie. Et moi, je n'avais pas lâché mon idée que je voulais faire de la biologie marine. Et du coup, j'ai vraiment bataillé. Et puis, je suis finalement arrivée à trouver un directeur de thèse, un sujet et des financements pour faire une thèse en écologie marine. Donc, je me suis retrouvée à Montpellier et travaillant sur les fous de bassin en Norvège. Donc, c'était vraiment... c'était là un peu l'aboutissement de rêves très anciens. Et puis finalement, à un moment, tout s'est mixé. Je suis venue à La Rochelle où j'ai conduit un projet donc, qui impliquait plein de gens. L'idée, c'était d'identifier des zones pour faire des grandes aires marines protégées. Donc, il y avait une application de conservation, ce qui m'intéressait, mais c'était quand même fondamentalement de la recherche. Donc, voilà, tout était bien, sauf que sur le plan humain, c'était pas si bien que ça. Et pour le coup, j'avais perdu cette autonomie, j'avais pas cette autonomie, j'avais plus cette. Je travaillais avec des équipes et ça se passait bien avec les équipes qui bossaient avec moi, mais voilà, j'avais plus cette autonomie que j'avais connue quand même quand j'avais 25 ans, avec beaucoup de responsabilités. Et puis, comme l'a dit Déborah plus tôt, en 2017, moi j'ai eu une petite fille. Et ça a changé des choses. Et puis, dans ma vie professionnelle, je me suis rendu compte qu'il y avait un moment où j'étais un petit peu à une intersection et qu'il fallait que je recentre. Et j'ai fait aussi le programme Homeward Bound. Donc, j'ai postulé, j'ai été sélectionnée. Et alors là, je crois que du coup, j'en reviens. Je suis partie dans ce programme l'année dernière, au mois de novembre, en Antarctique, avec 99 autres femmes. Et c'était très introspectif, on a travaillé beaucoup sur de la réflexion et j'ai eu cette chance d'avoir un mois pour réfléchir, entourée de femmes incroyables, dans un environnement incroyable. Et donc, ça m'a permis de repenser totalement ce que je voulais faire, qui j'étais, de reposer tout à plat. Et donc, ça, j'estime que c'est une chance incroyable d'avoir eu cette opportunité de descendre du manège pendant un mois, de m'isoler dans un environnement qui était tout à fait propice à la réflexion. Et voilà. Et en fait, moi, ce que je voulais en faisant ce programme, c'était vraiment m'investir en tant que scientifique pour le climat, pour les océans. Donc voilà, comment avoir plus d'impact. Et je m'étais dit, bon, cette histoire de leadership, je ne comprends pas bien ce que c'est. Ça ne doit pas être trop pour moi. Je vais laisser ça de côté, on va voir, c'est peut-être intéressant. Mais bon,
ça ne doit pas être bien pour moi, parce que justement, j'avais cette expérience assez négative où mon leadership avait été restreint au maximum envisageable. Et donc, là, j'ai fait un gros travail avec certaines de mes coéquipières de cette équipe et ça m'a permis de complètement débloquer certaines pensées que j'avais. Le modèle du leadership, du mâle dominant en costard-cravate à la défense, ça a cassé, ça a fait voler en éclats toute cette vision dominante en fait. Je ne dis pas qu'elle est archaïque, mais je pense qu'elle est quand même dominante. Et moi, ça m'a permis de complètement me positionner sur ce leadership. Et donc, depuis quelques années, je travaille toujours en écologie marine. Je travaille à l'interface entre le monde académique et le monde industriel sur comment on peut travailler avec des industriels qui ont des projets en mer, qui peuvent être des projets utiles, hein, comme de l'énergie éolienne, donc des énergies renouvelables, mais qui vont quand même avoir un impact. Et donc j'avais envie justement d'arriver à faire le mix entre toutes mes expériences, entre mes aspirations. Et là, ce programme Homeward Bound, il me l'a permis. Et ça m'a refait rentrer dans ma vie une dimension que j'avais connue et abandonnée, mais dans un autre genre. C'est qu'on m'a proposé de me présenter aux élections municipales de ma commune. Ce qui, de manière assez folle, j'ai accepté parce que je ne savais pas vraiment dans quoi je mettais les pieds. Et on a été élus. Et bon, c'est très compliqué parce qu'on s'est retrouvés élus avec le Covid. Donc, nouvellement élus en pleine crise sanitaire, c'est pas une mince affaire. Et du coup, ça me donne encore une autre dimension parce que je suis toujours cette scientifique, mais maintenant, je suis une élue locale. Et je suis avec il y a des choses qui se rejoignent parce que sur La Rochelle, il y a un gros projet de territoire zéro carbone. Donc, en fait, c'est marrant parce que j'ai un alignement aussi, notamment de mes valeurs, mais aussi de planète, quoi, qui fait que finalement, je me sens là, entre guillemets, avec comme un petit couteau suisse qui aurait plein de choses à faire localement. Et du coup, le leadership prend tout son sens parce que je comprends enfin qu'effectivement, on peut être un leader sans être un homme de pouvoir. On peut être que le leadership, c'est de la capacité d'initier un mouvement, de s'engager soi, mais d'engager les gens autour de soi et construire d'ensemble des choses, et sans qu'il y ait cette notion de pouvoir, sans qu'il y ait cette notion de domination qui m'est totalement étrangère. Donc, avec l'idée qu'on peut avoir des visions globales et que l'empathie, parce que pour moi, c'est une valeur très, très importante, que l'empathie, ça peut être au cœur du leadership, donc quelque chose qui est totalement éloigné des grands, je sais pas, des images dominantes du leadership. Merci, Emeline, Manuela et Déborah. Vos parcours sont incroyables, vraiment, sont super intéressants. C'est un parcours d'apprentissage. Et j'imagine qu'avec la situation de Covid, c'était une épreuve pour vous aussi, non? C'était pas facile, c'était une épreuve pour le leadership. Donc, comment avez-vous travaillé ce printemps pendant la crise Covid et quel impact Covid a eu dans vos activités? Est-ce qu'il y a des enjeux que cette crise a mis en lumière pour vous? Moi, je peux commencer parce que peut-être nous, on a été impactés fortement dans le sens qu'au CERN, on s'est du coup retrouvé tout le monde à la maison en télétravail, d'un jour à l'autre, honnêtement, le 15 mars. Donc, vous imaginez, on est 2500 employés, les 10 000 scientifiques associés qui sont là, qui sont rentrés un peu, pour la plupart, dans leur pays, les sous-traitants et tout le reste. Et une partie de l'équipe, par exemple, qui est restée, dans certains cas, qui est restée coincée dans d'autres pays aussi. On a encore un collègue qui est en Écosse depuis ce jour-là, il n'a pas encore réussi à rentrer. Et donc, on s'est retrouvé en télétravail. Et honnêtement, j'avais complètement sous-estimé l'impact que ça aurait eu parce que nous, au CERN, on avait déjà la possibilité de prendre des jours ponctuels de télétravail. Et donc, pour moi, je me dis, génial, on fera 2 ou 3 réunions en vidéo par semaine, je travaille à ma stratégie, à mes documents, etc. L'enfer. Des vidéoconférences du matin à 8h jusqu'au soir, puis le soir, il y a maman en WhatsApp vidéo parce qu'elle est en Italie et toute seule, etc. J'ai une petite équipe, disons l'équipe que je gère directement, on est 7, moi comprise, avec des étudiants, des boursiers,
des gens, une personne administrative, des gens avec un profil technique scientifique. Il n'y en a pas deux qui ont réagi de la même façon. Et donc, chacun a eu besoin d'une approche, si vous voulez, personnalisée. Il y a l'étudiante qui était ici en colloque avec des gens qu'il ne connaissait pas trop. Et donc, tous les soirs, pratiquement, j'ai fait un thé virtuel avec elle en Skype. La personne qui s'occupe de l'administration, qui avait toujours l'habitude d'être suivie jour par jour, qui se retrouve d'un moment à l'autre sans les contacts quotidiens avec les collègues, sans savoir trop quoi faire, tout son quotidien bouleversé parce qu'il n'y a plus des voyages organisés, des visites organisées, etc. Et puis, cette sensation bizarre qu'on se voit tous les jours, mais par écran interposé. Donc, ça a pris, je pense, plus d'un mois, un mois et demi pour trouver un nouveau équilibre à partir de la situation, disons, au 15 mars. Et peut-être que je peux répondre moi aussi. Pour moi, ça a été une phase très difficile parce que j'ai 2 ans et ça a été très, très intense. Parce que ça a augmenté mon activité au final. J'ai plusieurs casquettes. J'arrive pas à m'arrêter sur une seule chose. Mais donc, j'ai 3 casquettes principales que j'ai développées pendant le Covid. La casquette de conférencière, pour laquelle, du coup, j'ai pris le temps pendant le Covid, de tout remettre à plat, de refaire une plaquette, de faire une vidéo de présentation, de la diffuser, de remettre à jour mon profil LinkedIn, du coup, pour que ça se passe tout seul. Et donc ça, c'était plutôt bénéfique. Après, pour ma casquette de consultante scientifique que j'ai développée à côté, ça a été aussi bénéfique, mais ça a été très stressant parce que au niveau personnel, j'avais besoin d'intégrer ce qui se passait et j'ai ressenti très vite le besoin d'écrire un article sur ce qui se passe et le fait qu'on paye le prix de notre non-respect de l'environnement. Et c'est pour ça qu'il se passe ça aujourd'hui. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai lu beaucoup de trucs et j'ai écrit un article et je me suis sentie mieux. Et après, j'ai pu continuer de travailler. Et voilà, je travaille dans un groupe de consultants en intelligence collective où on s'est dit, voilà, donc il y a la crise, il faut absolument qu'on lance un questionnaire pour comprendre les comportements des gens pendant la crise et ce qu'ils anticipent de ce qui va changer. Comme ça, après, on peut faire des analyses et on peut les utiliser lors de nos formations. Donc voilà, ça m'a donné beaucoup plus de travail. Et après, pour Earthship Sisters, ça m'a donné d'une part une soupape de respiration parce qu'au mois de janvier, j'étais en train de guider des gens en Antarctique sur un bateau. Et mon associé sur Earthship Sisters a décidé de s'en aller. Avec qui ça fait 2 ans qu'on travaille comme si on était un couple, quoi. Elle a décidé de quitter le projet. Donc, ça a été un énorme choc émotionnel. Et le confinement, au final, m'a permis de prendre le temps, de tout remettre à plat, de voir comment j'allais m'en sortir toute seule pour porter ce projet qui a beaucoup d'ambition et qui a beaucoup de potentiel aussi. Donc, après, j'ai eu le soutien de mon homme qui a gardé les enfants, qui a fait l'école et qui a géré la maison pendant que, sans mentir, je travaillais 12 heures par jour parce que j'avais besoin de trouver des solutions. Et donc, le confinement m'a permis d'annuler tous les rendez-vous, d'annuler tout et de me concentrer juste sur ça, d'appeler les personnes clés pour avoir les réponses aux questions que je me posais, que ce soit en juridique, en administratif, en financier, en économique, enfin tous les trucs que je ne maîtrise pas. Et là, j'arrive au bout. Je me rends compte que ça a été hyper bénéfique et que cette période de confinement a permis à plein de personnes de se poser les bonnes questions, de se recentrer sur elles-mêmes et que j'espère que ça va se transformer en positif et pour le leadership dans la vie des gens et pour les aider à trouver des jobs sur lesquels ils sont alignés et qui ont un impact positif sur l'environnement. Et du coup, que ce soit en tant que consultante, conférencière ou directrice de Earthship Sisters, ça, c'est tout bénéf. C'était à la fin productif pour toi, Déborah. Oui, très, très fatigante, mais productif. Alors moi, pour répondre à cette question, l'impact, il a été très fort parce que j'ai une petite fille qui n'avait pas 3 ans. Et donc, en fait, du jour au lendemain, on s'est retrouvés à la maison avec elle. Donc, on a essayé de se relier avec mon mari pour
pour essayer de trouver des plages, de temps de travail, etc. Autant dire que ça a été très peu efficace parce qu'en fait, de toute façon, même quand moi j'essayais de travailler, en fait, elle me sollicitait toutes les 5 minutes. Donc, il n'y avait que pendant la sieste que c'était à peu près jouable. Et elle me réveillait la nuit. Donc, on était de toute façon pas très frais. Donc, il y a eu une période un petit peu ma première période, un petit peu de frustration par rapport au fait de ne pas pouvoir faire ce que j'avais à faire, de me rendre compte que je n'allais pas pouvoir terminer des choses qui étaient importantes, etc. Et puis en fait, sur le plan personnel, il y a eu beaucoup de choses qui sont... c'est-à-dire que la semaine avant le confinement, on a eu un décès. Mon beau-père est décédé, donc c'était un décès très proche. Sauf que c'était une situation particulière, parce qu'il était à l'étranger. Et que nous, on a essayé de partir. En même temps, c'était les élections, donc dans un contexte... c'est pas une grosse commune, mais c'est un contexte très particulier, très agressif. Donc voilà, sur le plan personnel, on avait quand même un peu un ascenseur émotionnel. On a essayé de partir à l'étranger, on s'est retrouvés à l'aéroport, les vols sont fermés, donc on est rentrés comme des idiots avec nos bagages. Pendant ce temps, on a été élus, mais dans un contexte, dans une ambiance un petit peu de règlement de compte à Hockey Choral. C'était dans un village extrêmement divisé, dans une commune extrêmement divisée, donc pas de quoi vraiment trop se réjouir. Et le lendemain, il y a eu le confinement. Et on se retrouvait élus, sans être élus, parce qu'on n'a pas pu avoir le premier conseil municipal. Et en se disant, quand même, il faut qu'on fasse quelque chose, mais on n'a pas le droit de sortir, parce qu'au final, on n'est pas mandaté. Donc, il y a eu un moment, il y a eu une phase un peu de sidération, parce que sur le plan personnel, j'étais un peu ballottée dans tous les sens. C'était un peu l'ascenseur émotionnel. Et c'est là que finalement, ce que j'avais appris sur le leadership, ça s'est révélé très utile parce que j'ai pu prendre une phase de recul en me disant qu'est-ce qui est en train de m'arriver, qu'est-ce qui se passe, d'être un petit peu dans la réflexion par rapport à ce qui se passait, même s'il n'y avait pas beaucoup de temps de réflexion. Et donc ensuite, c'était de se dire finalement, en fait, cette crise, c'est normal qu'elle me secoue parce que c'est global, c'est inédit et je ne peux pas y échapper. C'est comme ça. Donc voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je réagis en tant que scientifique, en tant que maman, parce que j'ai une petite fille qui ne comprend rien à ce qui se passe entre un décès, le fait qu'on part, on ne part plus, elle ne voit plus sa nounou, elle ne voit plus ses copains. Il y avait beaucoup de choses à gérer d'un seul coup. Et au fait, d'être élu et de se dire on ne peut pas laisser la population telle qu'elle. On sait qu'il y a des gens fragiles. Il faut qu'on mette en place le soutien pour la sécurisation alimentaire. On parle de choses très concrètes. Il y avait un gros problème au bout de l'eau. Il n'y avait plus de distribution de la banque alimentaire. On a des personnes âgées qui étaient isolées. Donc, on s'est dit comment on maintient le lien avec la population. Donc, voilà. Après, ça s'est converti dans des choses concrètes. Et notamment le fait de me dire, le bon côté, c'est que je passe du temps avec ma petite fille, alors que j'en ai pas beaucoup d'habitude. Et puis en tant qu'élu, on s'est organisé comme on a pu avec Zoom, parce qu'on n'était pas vraiment autorisé à se voir. Et on a mis en place des ateliers de fabrication. On a fabriqué des masques pour tous les gens. Donc il y a eu des couturières qui ont fabriqué 2000 masques. On a trouvé le moyen d'acheter du gel hydroalcoolique et de faire des distributions. On a fait la distribution on a fait les courses pour les gens qui étaient isolés, qui ne pouvaient pas trop sortir. On a pallié aux problèmes de distribution alimentaire. Donc, en fait, finalement, tout s'est un petit peu mélangé, mais finalement, je crois que c'était, entre guillemets, mon rôle de élu non élu qui a été élu non mandaté, en fait, qui a pris le pas pendant cette période parce que concrètement, mes projets scientifiques étaient tous en stand-by. Et du coup, c'était ça C'était comme ça que je pouvais être utile et aussi sortir un peu de cette phase de sidération où on était un peu assigné à résidence, qui n'est pas sur le plan psychologique quelque chose d'anodin parce qu'on ne l'a jamais expérimenté soi-même, quoi. Donc, ce qui était intéressant par rapport à mon expérience sur le leadership, c'est que ça m'a permis de regarder cette crise-là avec un petit peu un œil extérieur en me disant tiens, c'est intéressant. Par plein de côtés, c'était très tragique, mais de se dire finalement comment je réagis face à cette situation que je n'ai jamais connue, comme tout le monde d'ailleurs.
Alors, du coup, avec effectivement, avec la période de Covid-19, on voit qu'on a eu besoin un petit peu de leaders, de gens qui prennent des décisions et qui guident un petit peu dans cette phase compliquée. On voit qu'on a un peu le même type de demande pour cette période un peu de changement climatique aussi. Il y en a beaucoup qui attendent des scientifiques des solutions et des solutions qui puissent guider un petit peu. Et du coup, on voulait savoir si vous aviez une idée, une opinion concernant le genre de leader et de leadership qui serait nécessaire pour faire face à ce genre de situation qu'on vit actuellement, autant bien du côté du Covid que contre le réchauffement climatique. Et est-ce que selon vous, vu que vous êtes trois scientifiques, est-ce que selon vous, les scientifiques peuvent être considérés comme des chefs de file dans ce processus, et quel serait du coup le rôle de la science dans ce type de leadership qu'on attend? Je veux bien répondre à cette question. Je pense qu'effectivement, on a bien vu qu'il y avait une énorme crise, notamment en France, une énorme crise de confiance dans les leaders politiques. Et par ailleurs, il y a des endroits où il n'y a pas eu cette crise, de cette défiance, parce que c'est même plus une crise de confiance, on est vraiment dans un niveau de défiance très fort. Et finalement, je suis pas sûre que la situation était beaucoup mieux gérée dans les pays où il n'y a pas eu cette crise de défiance qu'en France. Je suis pas sûre que le niveau est totalement corrélé au manquement, voilà, et à la difficulté de la situation. Parce qu'il y a de nombreux pays où les gens ils ont été confinés, ils n'avaient peut-être pas plus de masques, et pour autant il n'y a pas eu cette défiance. Et je pense qu'elle est beaucoup plus profonde. Et effectivement, je pense que le modèle dominant de leadership actuel, il marche plus, en tout cas. Justement, les hommes forts, alors on attend toujours ça, les hommes forts au moment des élections, le sauveur, puis les gens sont déçus parce qu'ils se rendent compte que ça ne marche pas et ça n'existe pas. Et je crois que dans les choses, dans les qualités qui fonctionneraient mieux, c'est d'avoir des gens, un leadership qui est déconnecté de la notion de pouvoir, pas le fait d'avoir des responsabilités, mais la notion de pouvoir même, et d'être vraiment sur le fait d'être plutôt dédié à sa tâche, à l'intérêt général, au fait qu'on veut œuvrer pour l'intérêt collectif, et qui n'est pas de déconnecter la prise de décision avec le fait de l'intérêt personnel. Et je pense que par rapport à la deuxième question sur la science, elle apporte des choses très importantes, surtout dans une notion de crise sanitaire. Elle apporte des informations nécessaires pour prendre une décision basée sur des faits, et notamment quand un problème est complexe. Mais on a bien vu là dans la crise de Covid, la science ou la recherche, elle ne répondait pas à la vitesse attendue. Et d'ailleurs, on a bien vu qu'il y avait des couacs énormes de communication sur des publications publiées puis retirées. Enfin, ça en dit long sur le fait que le temps de la science n'est pas le temps de la crise, pour moi. Enfin, c'est ma vision. Et je pense que la science, elle apporte des faits qui permettent d'alimenter une réflexion et une prise de décision rationnelle. Je pense qu'après, elle ne fait pas tout, parce qu'à un moment, il y a une décision quand on parle de décision à large échelle, il y a toujours une décision qui a un enjeu, qui a une dimension politique au sens noble, hein, pas politicienne, mais bien politique. Moi, j'ai deux images en tête, disons, qui me reviennent sur cette crise et qui pour moi expliquent un peu ce que je m'attends d'un leader en général. Une, c'est plusieurs images liées à la première ministre de la Nouvelle-Zélande. On l'a vu pleurer au cours des attentats, on l'a vu danser quand ils ont enlevé les confinements, etc. Et je pense qu'on avait vu le même type d'empathie chez Obama aux États-Unis. Donc, ce n'est pas proprement féminin, même si typiquement c'est une caractéristique qu'on nous attache un peu plus. Mais pour moi, ça a démontré dans ces crises, encore une fois, que c'est une qualité de base, surtout quand il faut prendre des décisions difficiles. Comme tu disais, Méline, démontrer qu'on prend des décisions et pas avec un autre intérêt.
dans la tête, et même des décisions qu'on sait qu'ils ne vont pas être acceptées par tout le monde facilement, mais on les prend parce qu'on pense que ça, c'est la bonne solution. Et l'autre chose qui me ramène un peu à notre background de scientifiques en tout, c'est Angela Merkel qui explique très très bien comment ça se fait les passages, la contagion de l'un à l'autre et les fameux R0 que tous les JT essaient d'expliquer, etc. Bon, elle est scientifique. Il ne faut pas nécessairement être scientifique, mais avoir des leaders aussi qui sont capables d'intégrer les bons messages scientifiques et bien les répéter ou avoir un porte-parole scientifique qui soit capable de les faire. Ça, c'est important parce que, comme tu disais, Méline, c'est pas seulement que la science n'a pas les réponses. Moi, j'ai de la chance parce que je viens d'une science dont on n'attend pas des réponses qui vont sauver le monde d'habitude. Donc, on est typiquement en plan tranquillement dans nos temps, etc. Mais c'est surtout l'incertitude de la science les mécanismes scientifiques que les gens ne comprennent pas. Parce que c'est complètement différent de la réalité de la vie de tous les jours. Est-ce qu'on boit un vin rouge ou blanc ce soir? C'est un choix. Et la science, elle ne marche pas comme ça. Je pense que, comme tu disais, Méline, il y a un trou dans comment on communique ces choses et ce que les gens s'attendent de la science, peut-être aussi. Moi, je suis assez d'accord avec vous. J'ai assez kiffé dans cette phase le fait que tout le monde écoutait les scientifiques pour une fois. On aurait dit que les gens, le gouvernement, les citoyens étaient dépendants des scientifiques pour faire quoi que ce soit. Et c'était assez kiffant parce que, pour moi, parce que je trouve que pour une fois, bon là, c'était lié à la santé. Donc forcément, c'est beaucoup plus important que quand les animaux meurent ou les plantes. Mais dans l'esprit des gens. Mais on s'est rendu compte que c'était possible d'avoir des décisions informées sur la science, même si je suis d'accord, la vitesse est pas la même et il y a un aspect communication qui est assez mauvais chez les scientifiques en général, qui est vraiment pour moi la clé du problème. Et je pense que la leçon qu'on peut en tirer de tout ça, c'est que oui, les scientifiques sont indispensables, comme tu le disais, Reina, au début, pour que la société prenne des décisions basées sur des faits, ce qui ne se fait pas du tout assez aujourd'hui dans le monde politique, je trouve. Mais que d'un autre côté, c'est pas les scientifiques qui doivent prendre le pouvoir. Au contraire, il faut que les problématiques sont tellement complexes aujourd'hui à adresser qu'il faut qu'on ait une vraie construction, je dirais en intelligence collective, en interdisciplinarité, avec un leader qui prend la tête du truc, bien entendu, quelqu'un de charismatique, qui sait écouter les autres, qui est empathique et en qui on a confiance. Ce serait ça pour moi l'idéal. Et j'ai trouvé que même s'ils nous ont dit des gros bobards en France et qu'il y a une certaine méfiance, ils n'ont pas été trop mal en empathie pour expliquer les problématiques. J'ai trouvé qu'ils avaient pris une bonne posture. Après, j'ai pas trop suivi parce qu'au bout d'un moment, ça me gonfle. Mais je pense cette crise a permis de faire un pas en avant. Est-ce que les leaders doivent être charismatiques? Ça dépend. Je pense que les leaders, n'importe qui peut être un leader. C'est important pour être un leader dans sa vie, il faut savoir qui on est, il faut savoir où on veut aller. Et à partir du moment où on est un leader dans sa vie, même si on n'est pas forcément charismatique, on le devient un petit peu parce que du coup, on inspire autour de nous parce qu'on sait ce qu'on veut. Pour moi, je le définirais comme ça. Après, au niveau d'un pays, au niveau d'une société, d'une grande entreprise ou d'une petite entreprise, je dirais qu'il y a un minimum de charisme à avoir, dans le sens où il faut vraiment avoir une posture où tu assumes ce que tu dis, où tu te mets en avant pour prendre la parole, même dans des moments où c'est pas forcément facile et où tu couvres les autres. Donc oui, pour moi, il y a une certaine forme de charisme à avoir. Mais le débat est ouvert. Déborah, tu as mené un peu un point que pour moi est important, c'est le fait de prendre en compte les faits scientifiques dans les décisions politiques.
Et c'est complètement... c'est difficile de faire ça parce que c'est pas que les côtés scientifiques qu'il faut prendre en compte quand on gère un pays, quand on gère une organisation, une société. Il y a beaucoup de choses qu'il faut équilibrer. Mais parfois, ce canal de communication entre les scientifiques et les gens qui font la politique n'est pas ouvert. Et c'est pas que d'un côté. C'est pas que les politiciens, parfois, ne vont pas parler avec les scientifiques. Parfois, il y a aussi le fait que les scientifiques, ils trouvent que je ne veux pas me mettre dans la politique et ce canal se coupe. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, Emeline, elle est dans une position exceptionnelle parce que c'est un scientifique avec une position politique maintenant. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce canal de communication? Comment l'améliorer? Ben, je pense qu'il faudrait déjà introduire un petit peu de sciences politiques dans la formation des scientifiques, un petit peu de sciences de la communication, un petit peu d'économie, pour qu'au moins on ait les bases et qu'on ne soit pas complètement déconnecté du monde économique normal, quoi. Enfin, parce que, en tout cas, quand j'ai fait ce saut-là, moi, j'ai bossé 8 ans dans la recherche, et là maintenant, je suis dirigeante d'une association et d'une entreprise. Le bon, ça a été rude, hein, quand même, pour comprendre comment tout fonctionne. Et ensuite, je pense aussi que le travail à faire, là, je ne vous cache pas que pendant les élections, il y a plusieurs partis qui m'ont appelée pour que je m'implique visiblement pour eux dans leur parti, mais j'ai dit non, surtout pas parce qu'en fait, je me suis rendu compte que comme la vitesse n'est pas la même, comme tu disais, Emeline, que les politiques doivent prendre des décisions et s'afficher sur un programme environnemental dans une ville où les problématiques à Marseille sont juste gigantesques, les problématiques sociales, économiques, immigration, sécurité, santé, enfin, il y a tout qui est mélangé. Je ne me sens pas capable en tant que scientifique de prendre des décisions informées, puisque c'est juste incompatible pour le moment. Donc, ça m'embête parce que oui, j'aimerais avoir plus de scientifiques dans les décisions politiques. Et Emeline, je te félicite d'avoir passé le pas. Mais d'un autre côté, je trouve ce monde difficilement rationnel dans la posture qu'ils ont de dominance et de copinage qui est limite obligatoire, j'ai l'impression, pour réussir, en tout cas à Marseille. Et qu'en plus, le fait de pouvoir prendre des décisions scientifiquement informées est limite impossible, je trouve. Désolée, c'est pas très possible. Moi, je pense qu'au-delà de ce que tu as dit quelque chose tout à l'heure, Déborah, dans ton intervention d'avant, que tu as parlé d'interdisciplinarité. Et ça, cette crise l'a révélé. Ce n'est pas une science qui a la clé. Et c'est ce qui rend aussi, je pense, cette crise particulièrement difficile à résoudre d'un point de vue scientifique et politique après. C'est que tu n'as pas une réponse dans une science. Ce n'est pas que l'épidémiologie, ce n'est pas que la virologie qui va te donner la réponse. Et nous, on l'a vu même au CERN, où beaucoup de gens ils ont voulu s'impliquer dans la recherche pour le Covid, etc. Mais avant, en tant que physicien, même super expert d'analyse des données, si tu veux t'impliquer dans un autre domaine, il faut échanger, il faut connaître les autres. Donc, il y a cette même difficulté, je pense, et ce même silence parfois entre les communautés scientifiques, d'autant plus vers la politique. Et puis, je reviens pour moi, je vois aussi qu'Anne vient de dire exactement ce que j'étais en train de dire, les médias, ils ont un rôle primordial à jouer. Et là, on revient à la question de la communication, parce que tu disais très bien, Déborah, que les scientifiques, souvent, ils ne sont pas très bons en communication et tout. Et moi, honnêtement, j'avais fait des années de communication au CERN avant de faire mon master en communication et journalisme scientifique. Et je pensais, bon, je le fais parce que tout le monde me dit, si tu veux travailler dans la communication, après, il faut le faire. Ça m'a ouvert un monde. Il y a une science derrière, c'est la science de la communication. Donc, c'est pour ça qu'il y a des figures professionnelles qui sont des communicateurs, et particulièrement des communicateurs scientifiques. Et ça, on l'a perdu aussi pour des raisons économiques. Les médias, ils ont plus la possibilité d'avoir des experts de physique, de biologie, d'environnement, etc. Tu as des journalistes qui traitent un peu tout. Et ça, c'est un des gros soucis. Tu ne peux pas laisser la responsabilité qu'aux scientifiques de bien communiquer leurs études. Et je pense que ça, c'est un anneau qui manque encore à renforcer, et je le vois dans plusieurs pays.
Et moi, pour rebondir sur ce que tu disais, Déborah, bon, effectivement, la politique, dans mon coin, c'est pas Marseille. Mais cela dit, on a un acteur local qui aurait fort à faire à Marseille. Je pense il s'éclaterait dans un environnement un peu particulier. Et d'ailleurs, je serais très contente de l'envoyer là-bas parce que ça nous ferait des vacances. Mais bon, ça, c'est aussi une autre chose. Tu parles déjà comme une politique, c'est rigolo. Mais en fait, moi, ce que j'ai constaté sur le lien entre... en fait, moi, en ayant travaillé en écologie, en tant que vraiment scientifique, j'ai eu, par exemple, à travailler à l'interface entre le ministère qui me faisait une demande très précise, avec des contraintes qui étaient de l'Union européenne, avec des questions auxquelles j'étais incapable de répondre, parce que j'ai trouvé totalement conceptuel, genre... de 1 à 5, vous diriez qu'il est comment le réseau des aires marines protégées? De quoi on parle? Voilà, c'était du style, il faut mettre un code couleur dans le tableau. Là, je fais un code couleur, sachant qu'on n'a pas le moindre début de notion d'infos scientifiques sur la distribution de telle espèce ou cette espèce qui est là en été et là en hiver. En fait, c'est les mêmes individus, c'est pas les mêmes individus. Et donc, moi, à la fin, je dois donner un code genre vert, orange, rouge. Je ne sais pas. Mais à la fin, il y a un moment où il faut acquérir une forme de souplesse pour arriver à donner, du coup là, aux politiques, dans le sens le ministère, l'info dont il a vraiment besoin pour mettre en place sa politique d'action publique, de conservation, et tout en restant raisonnable par rapport à nos connaissances et à nos incertitudes. Et nous, en l'occurrence, bon, là, il s'agissait de définir des aires marines protégées au large pour les oiseaux marins et les mammifères marins. On avait largement plus d'incertitudes que de connaissances. Mais ce que je vois, c'est qu'en tant que scientifique, même dans les missions qu'on a, parce que maintenant on a de plus en plus sollicité, par exemple, par les gens des différents ministères ou par la société elle-même sur est-ce que vous pouvez répondre à cette question, parce que nous, on a une contrainte, on est un industriel, on doit faire ça, mais on nous a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait un impact, et comment vous répondez à cette question? Donc, maintenant, en fait, c'est de plus en plus fléché vers une demande sociétale. Enfin, en tout cas, en écologie, on a une demande sociétale de plus en plus forte qui est associée. Et par ailleurs, je vois qu'en fait, le modèle éducatif, en fait, quand on forme les scientifiques, c'est vous devez être absolument impartiaux, vous ne devez pas entre guillemets, décider à la fin, etc. C'est en train d'évoluer fortement. Et ce qui était assez rigolo, c'est que dans l'université et dans mon labo, il y a beaucoup de gens qui se sont engagés sur les élections municipales, qui, à la ville de La Rochelle, donc dans une dimension politique très forte, et d'autres comme moi dans des communes de taille beaucoup plus modeste, avec des enjeux importants pour les gens de leur commune, mais avec des enjeux moins politiciens, on va dire. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que les scientifiques aujourd'hui, ils sont en train de comprendre et de s'engager au plan sociétal beaucoup plus fortement que ce que c'était il y a 15 ans, voilà, quand moi j'ai commencé en sciences, où effectivement il y avait la recherche fondamentale et qui était beaucoup plus déconnectée de la demande sociétale. Et que ce soit dans l'action politique bénévole, mais simplement dans un métier de scientifique où en fait ils sont juste vraiment sollicités pour dire on a un problème environnemental, on vient et on pense que vous avez la réponse, il faut que vous nous la donniez et débrouillez-vous avec ça. Donc il y a un changement de posture, je trouve, un peu contraint, mais j'ai l'impression que ça s'opère vraiment chez les scientifiques. Alors du coup, là, d'un point de vue plus individuel, donc dans votre vie de tous les jours, on aimerait bien savoir si, avec toutes les expériences que vous avez eues, bonnes comme mauvaises, est-ce que vous vous considérez maintenant actuellement réellement comme des leaders? Et à quel moment réellement dans votre vie de tous les jours est-ce que vous vous considérez comme un leader? À quel moment est-ce que vous avez cette position? Est-ce que c'est toute la journée? Est-ce qu'il y a des moments particuliers? Est-ce que c'est plus niveau professionnel, plus en famille? Et surtout, quels obstacles est-ce que vous avez dû traverser surtout pour acquérir cette position, si je puis dire, d'un point de vue individuel?
Oh, je me lance si personne ne parle. Je ne sais pas, ça m'a fait rigoler parce que j'étais en train de rigoler à ta question parce que je me suis jamais pensé en leader. Et je pense que c'est déjà ça qui en dit beaucoup sur que tu te retrouves à avoir des rôles même d'un certain niveau et tu ne sais pas si tu es un leader ou pas et tu es juste contente de faire ton travail, de faire ce que tu veux faire. Des difficultés, je n'ai eu, mais je ne savais pas. Je les traversais comme des défis. C'est un peu ce qu'on a échangé sur les jours passés. Moi, je travaille dans un milieu qui est énormément masculin. Encore, je pense qu'au CERN, la moyenne, c'est d'avoir 20% des femmes. Et c'est un peu moins dans les départements techniques scientifiques. Mais très souvent, de nos jours, je suis la seule femme autour d'une table. Et moi, quand j'étais gamine, étudiante, PhD, etc., quand j'avais les techniciens qui me regardaient pour me dire « Voyons si tu es capable de monter à 5 mètres et réparer les détecteurs », moi, je me sentais défiée. Je disais « Voilà, je vais te montrer que je peux mettre le rouge à lèvres parce que je n'ai jamais renoncé à certaines choses. Je laisse les talons ici. » Et je vais monter sur l'échelle. Et c'est juste après que je réalise qu'en effet, ce n'est pas des défis sympas, c'est vraiment... au jour d'aujourd'hui, ces choses, on les remarque plus, on y fait plus attention naturellement, mais aussi nous, comme femmes, on a plus conscience parce que depuis plus jeune, on nous explique que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Je pense que c'est un parcours très personnel. Une fois, quelqu'un m'a dit, c'est juste après qu'en regardant vers l'arrière, on s'aperçoit des difficultés qu'on a surpassées. Mais pendant que tu es là, tu fais de ton mieux avec les armes que tu as, comme disait Déborah tout à l'heure. Non? Être soi-même, c'était toujours ma devise. Et si tu me dis quand je me sens leader, et peut-être c'est pas nécessairement la chose la plus flagrante et tout, mais pour moi, c'est celle qui me donne la meilleure récompense de mes journées, c'est quand quelqu'un me dit qu'il me prend un modèle dans la vie, et surtout si c'est des filles, soit pour choisir une carrière, soit, ça c'était hyper touchant, c'est arrivé il y a 2 ou 3 ans, une de nos jeunes boursières, un jour m'a dit, tu sais, c'est hyper important pour moi, que je pense que je ne veux pas d'enfants, je pense que je veux faire une vie de femmes sans enfants, voir des femmes comme toi qui n'ont pas d'enfants et qui sont épanouies, et pas seulement dans leur métier, mais en général, ça m'encourage parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que c'est à ce moment-là que tu te dis, alors j'ai fait un bon boulot aujourd'hui, c'est bien. Du coup, j'en profite peut-être juste pour rebondir sur une question qui a été posée justement pour toi de la part de Anne, qui demandait concernant tout public auquel tu as affaire en temps normal, quel type de public est le plus réceptif du coup à ce que tu peux dire, et selon toi, sur quel type de public en fait on doit faire un petit peu plus d'efforts pour promouvoir les femmes dans la science. Et elle a insisté notamment sur les différences de classe d'âge, puisqu'au début, tu disais que tu avais affaire un peu à tout type de classe d'âge. Est-ce que tu vois, par exemple, une amélioration Alors, je vais essayer de répondre brièvement, puis un jour, si vous voulez faire une autre table ronde sur ça, parce que c'est un sujet énorme. Je n'accompagne plus des écoles en visite depuis pas mal d'années, parce que j'ai changé un peu, évolué des métiers, mais honnêtement, il faut commencer hyper tôt. Même tout simplement comme on fait aujourd'hui, en montrant qu'il y a des femmes qui ont un certain rôle, mais c'est hyper important de montrer déjà aux filles en bas âge que voilà, il n'y a pas de métier qui ne peut pas être féminin. Moi, je me souviens quand j'ai rencontré des écoles, mais vraiment primaires, et puis les enfants me regardaient et me disaient, mais tu as l'air normal, parce qu'ils s'imaginaient les scientifiques, on ne sait pas comment. Il y a eu un projet au CERN il y a des années, mené par un collègue et ami, où il demandait aux classes de tous âges, CM1, CM2, etc., avant de venir au CERN, dessinez-moi un physicien.
Et puis, les classes et les écoles venaient en visite au CERN, ils rencontraient un physicien et une physicienne, ils faisaient une visite, et puis après, ils devaient refaire les dessins et réécrire la définition. Et vous devez voir les changements qu'il y avait dans leur vision de qu'est-ce qu'est un physicien. Ce n'est pas seulement la vision d'Einstein avec les cheveux en pétard et tout le reste. Donc, je pense qu'il y a ça, et à chaque classe d'âge, il y a des messages différents. Il y a un âge vers l'adolescence où c'est pas cool d'être scientifique parce que c'est associé à une image de scientifique, t'es pas jolie, t'es pas à la mode, t'es pas comme ça, et il y en a encore beaucoup. Donc je pense, pour moi, c'est un travail qu'on fait en continu, et le premier travail qu'on fait, c'est vraiment en étant soi-même. Je pense, j'insiste parce que c'est vraiment un de mes mantras, être un modèle et s'assumer en tout ce qu'on fait. Hein. Ça peut sembler bizarre, mais pour moi, les jours où j'ai décidé que j'allais vraiment ne pas réagir si les gens qui me voyaient arriver au CERN habillés un peu plus joliment, peut-être avec un tailleur à l'époque où j'avais envie de m'habiller comme ça, ils me disaient « Oh, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui, tu es en mariage ?» Non, j'avais juste envie d'être ça. Même ça peut sembler stupide, mais ça montre aux filles et aux jeunes femmes qu'on peut être comme on est et comme on veut. Et si on a envie d'arriver en tenue de sport ou en tailleur, c'est pareil, c'est ta décision. Ça n'a rien à voir avec qui tu es en tant que scientifique. Désolée, j'ai mes passions pour ça parce que ça m'agace quand les gens ils essaient de caser, surtout les femmes scientifiques. J'ai lu l'autre jour un commentaire d'une scientifique sur Twitter qui disait « Il n'y a rien qui va. Si tu te maquilles, tu es trop jolie pour être scientifique. Si tu ne te maquilles pas, tu devrais le faire parce que pas comme ça. Tu as trop de caractère, tu n'as pas assez de caractère. » Ah, c'est pas fou. Mais très inspirant, vraiment. Merci. Du coup, Déborah? Ouais, j'aimerais bien répondre à la question. Moi, c'est bizarre parce que au plus je monte en grade, entre guillemets, au plus je me rapproche de ce qu'on pourrait définir comme un leader, au moins je me sens crédible et je souffre de syndrome d'imposteur alors que je l'ai jamais eu avant quand je faisais mon boulot de chercheur. C'est trop bizarre. Mais d'un autre côté, il y a des fois où j'enchaîne des appels téléphoniques avec pas mal d'enjeux de négociation. En même temps, je gère les enfants parce qu'il n'y avait pas école. Et en même temps, je prépare à manger. Et là, après, je m'arrête, je me dis, ah ouais, là, je suis vraiment un leader. Et il y a des moments comme ça où tu te dis que tu commences vraiment à passer des étapes de difficultés dans ta carrière. Et le fait d'avoir, je sais pas, entrepris pour moi ce changement de carrière radical et d'avoir des gens des fois qui viennent me voir et qui me disent « t'es vraiment une inspiration, faut que tu me dises comment t'as fait » et je le fais toujours volontiers parce que j'ai envie, comme toi, Manuela, d'aider les autres, surtout les jeunes femmes, à pouvoir faire pareil. Donc, oui, c'est difficile de se dire « je suis vraiment un leader », mais en fait, c'est vrai quand même. Emeline, du coup, toi qui te sentais pas du tout, qui savais pas ce qu'était un leader avant Homeward Bound, est-ce que maintenant tu te sens leader, surtout avec tes nouveaux projets? Du coup, là, je suis leader en construction. En fait, moi, j'ai fait du leadership sans le savoir et j'en avais fait pas mal, en fait. Mais en fait, il y avait une valeur centrale dans l'éducation que j'ai reçue, c'était le fait d'être de l'humilité et d'être humble et c'était une vraie plaie, cette affaire-là. Donc, je crois que j'avais besoin de complètement déconstruire ce mot leadership. Je trouvais c'était vraiment presque un gros mot. Je crois que je peux vraiment le dire comme ça. C'était un gros mot, en fait, pour moi. Et c'était associé à des choses des milieux qui me conviennent pas, qui me ressemblent pas et qui m'attirent pas. Voilà. Donc, il fallait que je casse complètement cette image. Et en fait, il se trouve que pendant la formation d'Homeward Bound, on s'est fait secouer vraiment les bretelles à un moment par la Fabienne Dattner, là, qui était justement une des fondatrices de ce programme Homeward Bound, en disant bon, je sais qu'à cette période, il y a encore certaines d'entre vous qui se sentent pas leaders, et maintenant il faut arrêter ça tout de suite. Et je me disais, ouais, j'étais très vexée, je dis ouais, je fais ce que je veux. et puis en travaillant, mais voilà, ça a été vraiment du travail pour essayer de comprendre. J'étais dans la résistance par rapport à cette notion et je crois que je suis en train de faire voler en éclats
on parlait de contraintes, Manuela disait, il y en avait des barrières et je ne m'en rendais pas compte. Moi, il y avait plein de barrières et j'avais des barrières internes. Et l'idée, c'est pas de dire que oui, les femmes, elles se mettent elles-mêmes des barrières. Je ne supporte pas ce discours parce que c'est bien gentil, mais les barrières, on nous les pose d'entrée de jeu dès toute petite sur ce qui est bien pour une fille, ce qui n'est pas bien pour une fille. Et donc après, on les a tellement bien intériorisés que c'est un peu fort de café de nous faire porter la charge en plus sur le plan individuel. Et donc, effectivement, ce qui me passionne dans ce voyage, parce que pour le coup, je le vois vraiment comme un voyage, c'est de dire à quel point, il y a 2 ans, j'avais envie de faire des choses. J'avais des aspirations et j'avais, alors un encore plus gros mot, de l'ambition pour ma vie et pour moi, en me disant, je veux être utile et ma vie doit être utile à quelque chose. Et autant, en fait, tout mon comportement était inverse, en fait. Je voulais le faire, mais sans que ça se voit. C'était, voilà, c'est genre le leadership caché, pas assumé. Et donc, du coup, c'est ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que justement, je suis en train de me dire, mais mince, mais pourquoi pas moi, quoi. Et en fait, c'est marrant, j'ai eu un espèce de déclic incroyable en écoutant une émission de radio l'année dernière. Et c'était un artiste qui parlait du fait qu'il avait acheté des dessins de John Lennon. Et en fait, il avait acheté un dessin qui disait « Pourquoi moi ?» Et cet artiste, je ne sais pas quel musicien, je ne sais plus, il rencontre Yoko Ono, genre plusieurs années après. Il lui dit « Ah, j'ai acheté ce dessin de John Lennon. » Elle lui dit « Mais tu sais qu'il y a d'autres dessins ?» Et il dit « Bah non. » Et en fait, elle lui donne le dessin et l'autre dessin disait « Pourquoi pas moi ?» Et en fait, je me suis dit « Mais c'est bien sûr. » Enfin, je me dis, c'est dommage d'avoir mais c'était très bien d'écouter cette émission de radio. Ça n'avait absolument aucun rapport avec le leadership, avec tout ça, mais moi, ça a totalement résonné. Et je me suis dit, ouais, puis c'est que c'est comme ça, pourquoi pas moi. Et puis si les gens ne sont pas contents, tant pis. et moi, je vais changer ça. Donc, voilà. Donc, alors, effectivement, je ne me dis pas, je ne me balade pas avec mon t-shirt, je suis un leader. N'empêche qu'il y a 2 jours, j'ai acheté un t-shirt où c'est écrit Powerful Woman et ça m'a fait beaucoup rire et je me suis dit, en plus, je vais le porter. Donc, du coup, j'intègre le truc. Génial. Merci, merci. Leader en construction, pour moi, c'est génial parce que vraiment, ça représente le parcours d'apprentissage où on est. C'est ça la vie, finalement. C'est ça. Et de se dire qu'effectivement, même si on a eu une image de soi potentiellement contrainte ou même carrément dégradée, c'est ça qui m'éclate en ce moment, c'est ça qui me plaît, c'est de dire, mais finalement, ce schéma dont je croyais que j'étais enfermée là-dedans, je peux complètement, je peux le casser. Alors, j'ai été bien aidée, mais en même temps, je sais que c'est quand même moi qui suis à la manœuvre là-dedans. Et donc, ça, j'en suis assez fière. Génial. On a un commentaire de Anne. Le t-shirt Pourquoi pas moi à distribuer aux jeunes filles. Inspiration scientifique. J'adore. Bon, je crois que c'est le temps de clôturer, de finaliser cette conférence. Des derniers mots, des derniers messages à partager. Merci. Merci à vous. Merci. Une petite chose que j'ai pas réussi à dire avant parce qu'on est parti sur autre chose, mais ta toute première intervention, Déborah, tu avais dit qu'à un certain moment, c'était quelqu'un d'autre qui t'avait mis sur la voie de la communication, etc. Et c'est drôle parce que pour moi, c'était à peu près pareil, le déclic de me dire que peut-être je pouvais faire autre chose que la recherche parce que je ne me sentais pas satisfaite, être contente quand même. C'était quelqu'un d'autre qui un jour, en m'écoutant parler au CERN, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu pourrais faire tellement d'autres choses. » Moi, je dis « Mais quoi d'autre ?» Et ça revient au fait, et c'était une femme, encore une fois, et donc pour moi, le message à porter, c'est vraiment d'avoir ces réseautages entre femmes, parce qu'on comprend les défis qu'on a passés, les difficultés qu'on a superées, etc. C'est hyper important de les transmettre aux autres, parce que même un petit mot d'encouragement, ça peut faire la différence entre une fille qui reste à faire son métier, toute jolie dans son coin, et une fille qui part suivre son étoile, son destin.
Et moi, je voulais rajouter à tout ce que vous dites que je pense que là, il y a un vrai, et on le ressent là, il y a un réel mouvement de nanas, il y a une réelle entraide et ça a un réel bénéfice sur nous toutes. Et il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer, mais pas tomber dans l'excès non plus parce que les mecs, il faut qu'ils se sentent inclus dans le mouvement. Et je dois vous laisser, je dois prendre mon train. Alors, gros bisous. Merci Déborah. beaucoup, Déborah. Merci, voilà. Merci. Bonne continuation. Bon, merci vraiment Evelyne, Déborah, Manuela pour cette conférence Gaia. Et je vous avais dit, c'est une façon exceptionnelle de clôturer cette saison de conférence Gaia. Vous avez été vraiment inspirante, je pense, pour beaucoup au vu des commentaires qu'on a. Vos témoignages, je pense, ont résonné à l'intérieur de beaucoup d'entre nous. Donc, merci à vous et merci aussi à nos associations marraines, du coup, 5 Tons, Femmes et Sciences, Femmes d'aujourd'hui et Remontantes qui nous ont suivis tout le long, et à Stéphanie aussi qui est responsable des petits flyers qu'on transmet à chaque fois sur Facebook et qui nous sert du coup de base en communication. Voilà. Donc, merci. Et puis, n'hésitez pas, je voudrais juste dire, cette vidéo, elle est enregistrée, donc ce sera mis sur YouTube. Donc, si vous êtes sentie positive, pleine d'énergie et inspirée par ces femmes, partagez le lien à celles que vous connaissez. Parce que vraiment, moi, j'ai trouvé ça super. Merci encore à toutes les trois et à Déborah, mais merci beaucoup. Et n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo parce qu'elle est pleine d'énergie et je pense qu'elle peut inspirer beaucoup de monde. Merci à vous pour cette opportunité. Moi, je me suis régalée et en fait, j'aurais envie de discuter avec tout le monde, là, toutes les filles qui sont présentes. Exactement, oui. Je dis oui, mais je suis sûre qu'elles ont plein de choses aussi à nous dire. C'était presque frustrant. Oui. Mais bon, en fait, c'est que partie remise. Mais c'est un bon signe, je pense. Donc, félicitations vraiment à Laetitia, Reina, Charlotte pour l'organisation et tout. C'était super sympa de vous connaître. Et voilà, j'espère qu'il y aura d'autres parties sur d'autres sujets. Oui, il faut répéter. Il va falloir refaire, ouais. Merci beaucoup. Donc, merci à tous et du coup, passez une bonne soirée, pleine d'énergie. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bye bye. Bye.